évidemment votre sentiment et vos projets. Je vous donne la parole, chère Françoise Nyssen, pour une vingtaine de minutes. Puis les collègues présents poseront des questions et nous aurons un dialogue entre eux et vous-même. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, chère Marielle, Mesdames et Messieurs les députés, merci d'avoir rappelé d'où je viens et cette diplomatie culturelle que j'ai menée pendant une quarantaine d'années, puisque qui peut mieux propager, je dirais, la culture dans tout l'importance de son échange multilatéral, je cherchais le mot, excusez-moi, que justement le livre, la littérature et la traduction. C'est Umberto Eco qui disait que la langue de l'Europe, c'était la traduction. Je peux dire que c'est la langue du monde. Et l'influence de la culture et le partage de la culture à travers cette activité a été au cœur de mon travail pendant 40 ans, et j'espère que je le continue d'une certaine façon ici. Donc merci d'avoir évoqué cela de quelques mots. Comme ça, je passe maintenant au sujet plus général en tant que ministre de la culture, donc de toutes les cultures. Mais c'est toujours bien de savoir d'où on vient et par quoi on est porté et comment on a agi pour quand on se retrouve face à une ministre qui vient de la société civile, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, et qui donc n'a pas été formée à l'aune de la grande politique, qui vient avec ses convictions et son envie de faire et de partage et de transformation. C'est bien de comprendre qui on a en face de vous. Donc merci pour cette invitation. Et je vais m'exprimer devant vous, effectivement, pendant une vingtaine de minutes. J'ai préparé un exposé qui, j'espère, répondra ou éclairera certaines des questions que vous avez déjà évoquées. Effectivement, il y a beaucoup d'accointances entre la conduite des affaires culturelles et celle des affaires étrangères. Je crois que dans une politique comme dans l'autre, c'est la même part d'un pays qui s'exprime. C'est sa conscience profonde, son rapport au monde, son rapport aux autres. Dans le cas de la France, la conscience d'une nation ouverte, libre, éclairée, qui porte en elle l'idéal de fraternité, qui est un des idéaux qui me paraissent les plus importants. J'ai fait de la lutte contre la ségrégation culturelle la colonne vertébrale de mon projet. C'est un combat qui vaut en politique intérieure, contre les barrières d'accès à la culture qui peuvent exister entre les citoyens, les éloigner les uns des autres pour toutes sortes de raisons géographiques, économiques, sociologiques, psychologiques. Mais c'est un combat qui se traduit aussi sur le plan international. C'est un combat pour le dialogue des cultures, la diversité culturelle, les coopérations, les échanges qui façonnent depuis toujours notre culture par-delà les frontières. L'une des missions de mon ministère est de nourrir le dialogue de la France avec le monde pour faire vivre la mondialité qui est enrichie par la différence plutôt que la mondialisation qui conduit à la standardisation, pour reprendre les termes chers à Édouard Glissant et qui sont pour moi des fers de lance de cette réflexion par rapport à cette politique. Et j'ai choisi de l'articuler autour de 3 axes. Dialoguer avec le monde à travers l'Europe, d'abord, à travers notre langue, ensuite, et à travers nos savoir-faire. Alors, l'Europe d'abord, c'est le premier horizon de mon action internationale. Je l'évoquais déjà devant une séance réunissant la Commission des affaires européennes et la Commission des affaires culturelles. L'Europe est à la croisée des chemins. Sa refondation est au cœur du projet du président de la République. C'est le devoir de notre génération et c'est pour mon ministère une priorité. À double titre, parce que le défi européen est un défi culturel d'abord. Nous devons réveiller l'adhésion des citoyens. Cela passe par des projets très concrets qui permettent aux citoyens européens de voyager, de se rencontrer, de comprendre ce qu'ils ont en commun en termes de valeurs, de patrimoine, d'histoire, d'art de vivre. Je vais en évoquer 3 sur lesquels je travaille avec mes homologues européens. L'Erasmus de la culture d'abord. Pour les citoyens, le programme Erasmus est l'un des visages les plus concrets et les plus réussis de l'Europe. Plus de 9 millions d'étudiants en ont bénéficié, dont 1 million de Français.
Je souhaite que nous puissions mettre en place l'équivalent pour les artistes et les professionnels de la culture. Et dès à présent, je peux dire qu'un projet pilote est lancé par la Commission européenne, notamment sur le secteur patrimonial, qui est un des secteurs où cette demande est la plus forte et systématiquement partagée avec mes collègues ministres de la Culture européens. De nombreuses aides à la mobilité existent aujourd'hui, mais elles sont éparpillées, trop complexes. Il faut les rassembler, les rendre plus visibles, les renforcer. Et dans la ligne que j'évoquais, second projet que nous portons, l'année européenne du patrimoine. C'est cette année, 2018. La France l'a appelée de ses voeux. Il y a une programmation, des projets, des événements. Je peux déjà citer un événement très symbolique qui sera l'inauguration de la maison Voltaire à Ferney-Voltaire, le festival d'art de Fontainebleau, le week-end des jardins. Tous ces événements qui peuvent devenir des véritables fers de lance de cette année européenne du patrimoine. Tous les pays se mettent au diapason pour cette manifestation. C'est un vecteur de rassemblement et de partage. Je souhaite que nous profitions de cette opportunité pour lancer une réflexion sur une stratégie européenne du patrimoine, à l'image de la stratégie du patrimoine que j'ai mise en place dès le début de mon ministère pour donner une visibilité à 5 ans, un plan pluriannuel, pluriannuel pour le patrimoine, pour préserver cet aspect-là des choses qui tient tant à cœur de nos concitoyens. Et je mesure tous les jours la ferveur de la population autour de son patrimoine, qui est un patrimoine en partage. Je peux rappeler que lors des journées du patrimoine, c'est 12 millions de Français qui visitent l'ensemble des patrimoines sur le week-end. C'est vraiment considérable. 10 000 personnes rien qu'au ministère de la Culture. Troisième projet, le Pass Culture européen. Vous savez que nous sommes en train de développer un Pass Culture en France pour les jeunes. Vous savez que l'Italie a déjà développé le sien. Et c'est toujours intéressant qu'un pays l'ait déjà développé parce que du coup, on peut rebondir sur ce qu'il a fait pour le penser en fonction de ce que ça a été là. Mais c'est un projet qui intéresse beaucoup nos partenaires européens et j'ai pu commencer à en discuter. Nous réfléchissons à la possibilité d'intégrer une dimension européenne à notre pass français dès sa création. L'utilisateur qui clique, un petit mot d'explication et on reviendra peut-être en détail à la faveur d'une question, elle va se présenter comme une application mobile qui sera une proposition géolocalisée et éditorialisée de tout ce qui peut se passer en termes de culture selon la co-construction avec l'ensemble des partenaires qui viendront s'y agréger. Et donc l'utilisateur qui clique sur le musée Picasso dans le Marais pourrait voir par exemple qu'il existe un en Espagne ou un autre en Allemagne. Donc partager comme ça une espèce d'idée de valeur, de culture qu'on peut partager et qui correspond à une forme de socle européen de la culture. À terme, l'idée serait de créer des ponts avec nos voisins, avoir des partenariats entre nos institutions culturelles, avoir un outil interopérable dans toute l'Europe. Car ma conviction, c'est que la culture est la solution pour l'Europe. Réciproquement, et c'est mon second point, le défi culturel doit se relever évidemment au niveau européen. Depuis 30 ans, l'Europe a protégé et a fait grandir notre modèle de diversité culturelle avec le programme Europe créative, avec les capitales européennes de la culture, avec les journées européennes du patrimoine que j'évoquais et qui rencontrent un succès absolument hallucinant. Mais d'ailleurs, comme les capitales européennes de la culture, j'ai la chance d'en vivre une de très près avec Marseille-Provence 2013. Et l'effet que cela a eu d'une ville en déshérence qui est devenue une ville culturelle a été assez extraordinaire. Mais aussi avec des textes fondateurs qui ont permis l'adoption d'une politique de promotion de la création audiovisuelle européenne dans les années 80 et la défense de l'exception culturelle, très important, dans les négociations commerciales années 1990. Autant de jalons qui ont contribué à bâtir l'Europe de la culture et l'Europe de la régulation. On y reviendra. Nous devons prolonger ce sillon, nous devons porter l'Europe comme terre de création. Je défends au niveau européen les financements du programme Europe créative, qui ne représente que 0,15% du budget de l'Union européenne aujourd'hui, alors que les industries créative représente 4,5% de son PIB et 8 millions d'emplois. Vous avez cité l'importance des industries culturelles autour du livre, mais d'une manière générale, elles représentent un chiffre considérable et le pourcentage est vraiment flagrant. Nous devons porter l'Europe comme espace de protection de nos modèles, de l'exception culturelle d'une part, car c'est à cette échelle que se négocient les grands accords commerciaux. Cette vigilance devra évidemment s'appliquer avec le Royaume-Uni. C'est également à l'échelle européenne que se
la diversité culturelle, nos réglementations nationales ne suffiront pas à protéger nos créateurs et nos publics. On y reviendra aussi. Nous devons bâtir une régulation protectrice à l'échelle européenne face aux grands acteurs numériques qui font peser un risque sur notre modèle car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que les acteurs traditionnels. Nous avons plusieurs grands dossiers sur la table des négociations à Bruxelles en ce moment. Ils ont tous un marqueur commun, la responsabilisation des plateformes numériques. On vient d'entendre une question à ce sujet, qu'il s'agit des plateformes de VOD ou des hébergeurs qui ont longtemps échappé à toutes les règles vertueuses en matière de financement et de diffusion de la création, les règles vertueuses en matière de lutte contre les contenus illicites. D'une manière générale, notre position est de mieux réguler les plateformes pour les rapprocher du régime de responsabilité des éditeurs. Le paquet droit d'auteur. Certains de nos voisins veulent assouplir le modèle actuel. Je défends le droit d'auteur avec beaucoup de fermeté, car chaque compromis est un affaiblissement et un risque pour la diversité. Or, nous avons montré en France à quel point la protection du droit d'auteur est essentielle, même pour la vitalité du secteur du point de vue économique et pour l'accompagnement de la création. Parmi les propositions que nous défendons, je veux citer ici quelques-uns des plus emblématiques. D'abord, la consécration d'un droit à une juste rémunération pour les auteurs, notamment pour l'exploitation de leurs œuvres en ligne dans toute l'Union européenne. La France est le pays de Beaumarchais et doit porter haut et fort la protection des droits d'auteur. La définition des conditions pour un meilleur partage de la valeur entre plateformes numériques et créateurs. Les plateformes se retranchent derrière leur statut d'hébergeur pour éviter toute responsabilité en matière de lutte contre le piratage et de rémunération des ayants droit. Cela est absolument anormal. Comment expliquer que YouTube, qui est la principale plateforme d'écoute musicale, rémunère aussi peu les artistes et les industries musicales ? Pour vous dire, Spotify, avec 30 millions d'abonnés, récolte 1,6, enfin contribue à hauteur de 1,6 milliard d'euros, alors que YouTube, qui représente 52% d'écoute musicale, rémunère seulement à 11% de rémunération des auteurs. Il y a 1 milliard d'utilisateurs et il ne contribue qu'à hauteur de 600 millions, alors que Spotify, c'est 1,6 milliard pour un nombre complètement renversé d'utilisateurs. C'est vraiment édifiant. Autre proposition, la constitution d'un droit voisin pour les éditeurs de presse pour un meilleur partage de la valeur aussi entre les plateformes et la presse. La défense de la territorialité des droits, clé de voûte du financement de la production audiovisuelle en Europe et condition de son exportation. Et la négociation, vous le savez, n'est pas simple. La Commission a repris certaines de ses propositions, mais aucune majorité ne se dégage parmi les États membres. Je suis mobilisée au sein des institutions et auprès de mes homologues pour défendre ces propositions, sensibiliser, expliquer, convaincre. Et en particulier, j'ai engagé un travail avec les Allemands pour trouver une plateforme de propositions communes. Mais je vous lance aussi un appel. J'ai besoin de la mobilisation des parlementaires français vers les voisins européens pour défendre notre modèle culturel. Et cette mobilisation passe par les contacts que vous nouez avec les autres parlements nationaux qui suivent de près les négociations, et j'en discutais encore à Sofia. Deuxième grand dossier, la directive SMA, Service des médias audiovisuels. En Conseil des ministres européens, le 23 mai dernier, j'ai négocié avec vigueur aux côtés de l'Allemagne, notamment pour obtenir plusieurs avancées majeures. La création d'un quota minimum de 30% d'œuvres européennes pour les services de vidéo à la demande. C'était une vraie victoire. Il n'y avait aucune obligation jusque-là, comme si on ne croyait pas dans la création européenne. Deuxième avancée, la possibilité d'imposer des obligations de financement de la création aux services de VOD qui sont installés à l'étranger, souvent pour des raisons fiscales ou réglementaires. Et je me bats pour que ces règles soient aussi applicables aux chaînes de télévision qui s'installent hors de nos frontières pour les mêmes raisons. Troisième avancée, la responsabilisation des plateformes de partage de vidéos et des réseaux sociaux dans la lutte contre les discours violents, haineux ou incitant au terrorisme et la protection des mineurs. Les discussions sont désormais en cours avec le Parlement européen.
Autre grand dossier, pas très simple, le projet de règlement e-privacy. Le texte de la Commission prévoit d'encadrer davantage l'utilisation des traceurs de données qui sont les cookies au nom de la protection des utilisateurs. La France partage cet objectif fondamental car il faut s'assurer d'un niveau élevé de protection des données, mais nous défendons un assouplissement du règlement car un encadrement trop strict des cookies pourrait en réalité mettre en danger le modèle économique de la presse en ligne, donc le pluralisme des médias et donc l'état de droit. Je m'explique. Un encadrement trop strict empêcherait les éditeurs de presse d'utiliser les cookies pour des objectifs de suivi d'audience et de publicité ciblée, par exemple, ce qui reviendrait à mettre en danger leur modèle économique au risque de laisser aux GAFA le monopole de la connaissance des données des internautes, le tout, in fine, au détriment des citoyens. C'est un peu paradoxal, mais tel est le raisonnement. Le Parlement européen est sur une ligne très dure, comme la Commission. La discussion est compliquée, j'y suis engagée, mais à nouveau, j'en appelle aussi à votre mobilisation. Enfin, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, je défends le principe d'interopérabilité des livres numériques. Il permettrait aux citoyens d'accéder de façon pérenne à leur bibliothèque numérique, de faciliter les prêts, d'ouvrir l'accès aux différents distributeurs et d'éviter que certains monopoles se créent. Je crois particulièrement important de le rappeler. Voici pour mes travaux européens qui sont une priorité. L'ancrage de la France dans le monde se joue d'abord sur notre continent. Second vecteur du dialogue que je suis engagée à développer, la langue française. La France est peut-être le seul pays du monde qui oublie qu'elle est un pays francophone, alors qu'elle est parmi tous les pays francophones le seul pays unilingue. Elle a voulu l'oublier, plus exactement, pendant longtemps. Parce que nous étions mal à l'aise, parce que francophonie pouvait rimer avec colonie. L'erreur serait d'en rester là, de laisser la francophonie au passé. Notre responsabilité, justement, c'est d'en faire une politique du présent, une politique d'avenir. Elle est à l'honneur dans les jours qui viennent. La semaine de la langue française et de la francophonie débute ce samedi 17 mars, je le rappelle, et le président de la République s'exprimera à cette occasion. La francophonie est une chance, la chance d'échanges artistiques, intellectuels, scientifiques, économique privilégiée avec les 5 continents. Je suis donc engagée pour la relancer aux côtés du président de la République qui a marqué ses ambitions claires en la matière dès le départ, avec mes collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et avec Lélia Silmeni que vous allez rencontrer la semaine prochaine, avec qui nous travaillons en grande complicité, qui a un bureau au ministère de la Culture pour être en grande proximité avec nous. Je souhaite faire vivre la francophonie en France d'abord, en ouvrant nos porte aux voix francophones du monde entier. Beaucoup de lieux et de manifestations s'engagent sur tout le territoire pour les mettre à l'honneur. Je pense au Festival des Francophonies en Limousin, par exemple, où je me suis rendue en septembre dernier. Et je souhaite, dans cet esprit, que les institutions du ministère de la Culture et les lieux labellisés s'engagent plus. Et à cet effet, j'ai confié une mission à Paul de Sinetti et à Xavier Nort le mois dernier. Ils sont chargés de me faire des propositions d'ici juin sur la façon d'améliorer la politique du ministère pour le soutien et la diffusion des artistes d'expression française dans les lieux que nous soutenons. De nombreuses pistes sont à explorer, bourses, résidences, renforcement du soutien à la production de la durée d'exposition des œuvres. Et au-delà des moyens, j'attends des préconisations pour renforcer la conscience linguistique de nos concitoyens et le lien avec le monde francophone. L'idée est d'ouvrir la francophonie et non pas de la confiner. Réciproquement, je souhaite accompagner les voix françaises à l'étranger au nom du plurilinguisme, au nom de la diversité culturelle. Le ministère de la Culture s'engage et continuera de s'engager pour soutenir nos auteurs, journalistes, chanteurs, cinéastes, comédiens qui portent leurs œuvres à l'international. L'audiovisuel public extérieur, mais aussi l'AFP, sont des marques fortes à l'international. France Média Monde participe activement à la transformation de l'audiovisuel public que ce gouvernement a souhaité engager. Elle contribue notamment à la plateforme commune de décryptage de l'information, qui est un enjeu majeur de lutte contre la désinformation en France comme à l'international. On en a beaucoup parlé ces jours derniers, puisque c'est justement la semaine qui est organisée autour de l'éducation aux médias. La culture est le vecteur le plus puissant de diffusion de la langue française. La francophilie, plus exactement, qui est un joli terme, la francophilie, l'envie de culture française est un pont vers l'apprentissage de notre langue. Même la francophonie-philie. Je souhaite aussi mener une politique ambitieuse en matière de traduction. Le français peut devenir une langue carrefour
par laquelle transitent des œuvres étrangères pour se voir diffusées. Ça, je pourrais vous en parler longuement. Et bien entendu, le soutien à l'exportation des œuvres françaises est un vecteur de la francophonie, comme il est aussi un relais de croissance formidable pour nos industries culturelles. Avec le streaming, les barrières de la diffusion internationale de la musique tombent et les chiffres de l'export de nos artistes français sont bons. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec les parlementaires, doubler la subvention du ministère au Bureau export de la musique en 2018, vous le savez. Dans l'audiovisuel, l'animation et la fiction française ne cessent de conquérir des parts de marché à l'international. Et dans le cinéma, le nombre d'entrées à l'étranger dépasse régulièrement le nombre d'entrées réalisées en France. Le CNC a mis en place un plan de soutien à l'exportation de près de 10 millions d'euros pour soutenir la diffusion des œuvres à l'international. Notre pays est ancré dans le monde à travers ses deux aires d'appartenance, l'Europe et l'espace francophone. Pour dialoguer avec le monde, et pour terminer, nous avons un troisième vecteur, nos savoir-faire. Je pense à ceux de nos artistes et nos artisans, nos maîtres d'art, mais également à ceux du ministère de la Culture et de ses opérateurs. L'expertise française en matière de politique culturelle est reconnue dans le monde. De nombreux exemples sont là pour l'illustrer. S'agissant de nos opérateurs, l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi est le projet le plus emblématique, mais je pourrais citer l'antenne du Centre Pompidou à Malaga ou celle qui est en cours de réalisation à Shanghai. Nos musées nationaux sont aussi sollicités régulièrement pour des expositions clés en main. Des demandes d'expertise sont aussi adressées de façon récurrente à d'autres opérateurs, la BNF, l'INA, le CNC par exemple. Dernièrement, nous avons même été sollicités par Singapour pour engager des échanges sur l'innovation culturelle. Nous avons aussi des exemples de coopération approfondie entre le ministère de la Culture et des gouvernements étrangers. 2 appels d'offres européens ont été remportés par le ministère pour des opérations d'assistance technique de longue durée en Tunisie et au Maroc, à titre d'exemple. Et cette semaine, des équipes de la Direction générale du patrimoine du ministère sont au Cameroun dans le cadre d'une mission de conseil auprès du musée de Yaoundé. Ces demandes d'expertise en fait sont croissantes et il faut que nous organisions pour y répondre. Et nous travaillons à la mise en place d'un pôle centralisé qui jouerait le rôle de point d'entrée de référence pour nos partenaires internationaux, culturels et financiers, et d'agrégateurs pour les offres d'expertise de nos établissements publics et notre administration. C'est un travail décisif pour répondre à davantage d'appels d'offres et investir pleinement ce terrain de la diplomatie culturelle qui est un terrain d'avenir. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps, mesdames et messieurs les députés. Les grandes priorités que je souhaitais vous présenter, le tableau de bord qui est le mien en matière internationale. Dans chacune des actions, des ambitions que je viens d'évoquer, c'est un modèle de société qui est transparfait, une société qui assume son attachement à ce qui la soude, ce qui la constitue, une langue, une histoire, une scène artistique, une société résolument tendue vers les autres, résolument européenne, résolument ancrée dans le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais maintenant donner la parole aux différents intervenants. Bertrand Bouix. Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Bertrand Bouix, député du Calvados. Le sommet franco-britannique du 18 janvier 2018 a été l'occasion d'afficher de grandes ambitions en termes d'échanges culturels entre la France et le Royaume-Uni, dans un contexte où le Brexit en cours rend plus que jamais essentiel le resserrement des liens entre nos deux nations. L'annonce du prêt de la tapisserie de Bayeux, sous réserve que les conditions scientifiques de restauration et de préservation de l'œuvre soient respectées, a suscité un réel enthousiasme outre-Manche, et c'est une chance et un coup de projecteur formidable pour la Normandie. De même, l'annonce de la création d'un mémorial à Vers-sur-Mer pour honorer les 22 000 soldats britanniques morts pour libérer la France en 1944 a été accueillie naturellement très positivement en Normandie. Au-delà de l'aspect symbolique de ces initiatives importantes, pouvez-vous nous détailler et nous faire part des avancées des échanges entre la France et la Grande-Bretagne dans le domaine culturel, notamment en ce qui concerne les liens directs entre les universités, musées et fondations, mais également en ce qui concerne la politique de soutien aux industries culturelle française sur le marché britannique, qu'il s'agisse de musique actuelle, d'art contemporain, d'édition, audiovisuelle ou de jeux vidéo. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions et puis vous répondrez et après je reprendrai quelques questions derrière. Michel Herbillon. Oui, je vous remercie Madame la Présidente. Pardon. Merci Madame la Ministre pour votre exposé et je tiens vraiment à vous féliciter sur votre action de défense et de protection du droit d'auteur, parce que je pense que c'est une question qui est absolument cruciale.
qui a fait l'objet de nombreux débats ici, dans le passé de notre Assemblée. Et elle est singulièrement prégnante, cette question, avec le développement des plateformes et des hébergeurs. Et je pense que la rémunération des auteurs et des industries musicales par les plateformes, et vous avez cité le cas de YouTube, sont particulièrement essentielles. Alors, comme vous le savez, Madame la Présidente Marielle de Sarnez vous l'a indiqué, j'ai l'honneur de co-rapporter avec ma collègue Sira Silla une mission d'information sur l'avenir de notre diplomatie culturelle et d'influence. C'est l'illustration de l'importance que nous accordons à cette question au sein de notre commission, et notre présidente Marielle de Sarnez y a particulièrement insisté dès sa prise de fonction ici. Cette mission devrait rendre, c'est une mission de longue durée. Nous avons déjà commencé pas mal d'auditions et elle devrait rendre ses travaux d'ici la fin de l'année. La culture et la francophonie sont centrales dans notre diplomatie et je crois qu'il convient de rendre hommage au travail formidable de nos opérateurs et de notre réseau. Vous l'avez d'ailleurs vous-même fait il y a un instant. Mais il faut aussi se donner les moyens, y compris financiers, de préserver et d'amplifier cet outil d'influence et de le renouveler dans certains domaines. Alors, si vous me permettez, j'aurai quelques questions, sachant que nous souhaiterions, avec ma collègue, vous auditionner spécifiquement sur cette question, et je ne doute pas que vous aurez à cœur de nous donner un rendez-vous à ce sujet. En ce qui concerne mes questions, je voudrais savoir si votre ministère, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances travaillent ensemble en matière de diplomatie culturelle. Quand on voit que Deezer, invention française, a été racheté, on s'interroge sur la pertinence de notre politique industrialo-culturelle. Est-ce que votre ministère travaille par ailleurs avec Business France, sachant que le président de la République a souhaité que Business France soit également reformaté et développé? Est-ce que votre ministère travaille avec Business France pour promouvoir les produits culturels en matière de diplomatie économique? Deuxième question, comment renouveler notre diplomatie des idées et des savoirs? Je pense ici à l'enjeu fondamental de la traduction, mais aussi de la promotion de nos intellectuels et de nos artistes à l'étranger. Troisième question, comment améliorer la présence des films français sur les grandes plateformes? Parce que c'est un sujet tout à fait important, compte tenu des usages qui sont faits désormais de la télévision, qui est regardée à partir des plateformes, et plus du tout sur les écrans classiques. Donc, comment améliorer la présence des films français sur les grandes plateformes comme Netflix, où nous sommes absents, ce qui est quand même singulièrement préoccupant, et comment inciter plus généralement les GAFA à financer la création. Enfin, qu'en est-il de cette question récurrente, j'allais dire sempiternelle, de rapprochement de l'Institut français et de l'Alliance française? Pierre Vimont fait un rapport à ce sujet. Je ne sais pas s'il vous l'a déjà remis ou quand est-ce qu'il doit le remettre. Mais si vous voulez, c'est quand même une question qui est présente depuis longtemps, de longue date. C'est une particularité française, si j'ose dire, de multiplier les organismes, contrairement à certains de nos pays voisins, ce qui rend l'action moins lisible et qui entraîne le saupoudrage. Donc, voilà, je termine, Madame la Présidente. On a ça entre l'Institut français et les alliances françaises. On a ça aussi, ça me permet de terminer par cette question, sur l'audiovisuel extérieur de la France, où on a à la fois TV5 Monde dans le cadre d'un accord avec un certain nombre de pays francophones, mais aussi l'audiovisuel extérieur de la France, enfin France Média Monde. Donc je voulais vous poser cette question à propos de l'Institut français et de l'Alliance française, mais aussi de l'audiovisuel extérieur. Merci beaucoup, monsieur le député, pour toutes ces questions. Je pense d'ailleurs que nous auditionnerons peut-être Pierre Vimont dans le cadre de notre commission sur son rapport. C'est ce que j'avais pensé faire. Bientôt, je crois. Enfin, on est dans la période. Mais je pense que c'est intéressant. On va vérifier quand est-ce qu'il le rend. Et je pense que ça sera intéressant de l'auditionner. Bruno Fuchs.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour cet exposé et la capacité que l'on a à présent de poursuivre l'échange. Le français est parlé par un peu plus de 250 millions de personnes dans le monde. C'est également la 4e langue de l'Internet, la 3e langue des affaires, la 2e langue d'information internationale dans les médias, on vient d'en parler, la 2e langue de travail dans la plupart des organisations internationales, et aussi la 2e langue étrangère la plus apprise dans le monde, avec 125 millions d'élèves et près d'un demi-million de professeurs de français à l'étranger. C'est aussi la seule langue parlée sur les 5 continents, avec l'anglais. Et vous avez parlé de carrefour ou de langue carrefour, donc on voit avec ces chiffres, et puis également les zones dans le monde dans lesquelles le français est parlé, qu'elle a cette capacité justement d'être cette langue carrefour. Mais cela ne se fera pas naturellement. Cela se fera pas sans un engagement fort, notamment de la puissance publique. Le français pourrait décliner si l'on ne fait rien à la faveur de l'enseignement et de la pratique du français, si cette pratique n'était pas renforcée. Et nous ne voyons pas vraiment aujourd'hui comment elle va être massivement renforcée. Maria de Sarnez a parlé de 500 à 700 millions de personnes en 2050 pouvant parler le français. Il faut former ces gens-là. Si on le fait naturellement, il n'y aura peut-être que 400 millions et non pas 700 ou 800 millions. Donc la capacité à former, ça, c'est, si on prend les chiffres, près de 50 millions de personnes par an à former aux Français. Et donc il faut des moyens importants et des méthodes, bien évidemment, importantes et des méthodes nouvelles. Alors il y a l'enseignement de la langue, bien évidemment, mais il y a aussi le rayonnement de la langue. Et on en a beaucoup parlé dans le début de cette session. La semaine prochaine, comme chaque année, autour du 20 mars, il y a la semaine de la langue française et de la francophonie, qui se fait l'écho de l'attractivité de la langue française et de la richesse et de la diversité des cultures francophones. Il y aura de très nombreuses manifestations organisées dans le monde entier, et en France également, avec le soutien du réseau culturel français. Il faut aussi penser le développement indispensable des ressources numériques et une plus large diffusion des contenus audiovisuels dans notre langue. Alors, Madame la Ministre, ma première question reprend la question posée à l'instant sur l'influence de la France à travers France Média Monde et notamment, je sais qu'il y a une réflexion autour de l'audiovisuel public. Donc, quelles sont les premières pistes de réflexion et comment, au-delà du budget de 250 millions, augmenter l'efficacité du rayonnement de la France à travers les médias français. Mais plus globalement, nous souhaiterions vous entendre sur les ambitions du gouvernement et sur les mesures concrètes qu'il entend prendre, sur les moyens financiers qu'il pourra aussi mobiliser afin de garantir l'expansion du français dans le cadre de la francophonie. Merci beaucoup, monsieur le député. Permettez-moi de préciser, madame la ministre, que Bruno Fuchs est le président délégué de la section France de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie. Et donc, nous nous en réjouissons. Je donne maintenant la parole pour terminer ce premier tour d'horizon et ce premier tour de questions à Alain David, qui est justement notre rapporteur budgétaire sur toute la question de la politique audiovisuelle extérieure. Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour vos éclairages sur les projets de votre ministère et tous les dossiers en cours. En tant que rapporteur pour avis de la mission Action extérieure de l'État et en particulier de l'audiovisuel et des médias extérieurs, j'avais eu l'occasion de souligner lors de l'examen du budget combien nos médias publics internationaux, regroupés autour de France Média Monde, c'est-à-dire RFI, France 24, Radio Monte Carlo, Doualiya, jouaient un rôle essentiel. Ainsi, à leur place, ils avaient contribué à faire de notre pays le plus influent sur la scène internationale par une étude du cabinet Portland en partenariat avec l'Université de Californie du Sud. Comme tout classement, celui-ci comporte des biais, et comme tout classement, le fait de bien y figurer est un encouragement. J'espère que les projets de réforme de l'audiovisuel ne viendront pas handicaper ces formidables outils pour le rayonnement de la France, pour la qualité et le pluralisme de l'information, pour la diffusion de la langue française, pour la culture, pour la promotion de la francophonie, pour l'outil essentiel qu'il est pour notre diplomatie. Et je regrette d'ailleurs, parce que c'est un petit point, mais qui est très important compte tenu de la faible somme qu'il représentait, je regrette que depuis quelques semaines, quelques mois,
le poste d'attaché culturel au Maghreb, basé à Tunis, ait été supprimé. C'était déjà un mauvais signe donné à notre diplomatie, à notre politique en matière de médias extérieurs. Je voudrais également vous demander une précision. J'ai cru comprendre, j'ai lu que la Suisse envisageait de se désengager de TV5 Monde sur le plan financier. A-t-on des précisions? Est-ce qu'il s'agit d'une rumeur? Mais si c'était le cas, il faudrait trouver des solutions compensatoires parce que TV5 Monde est un élément essentiel dans notre audiovisuel auquel nous participons d'ailleurs. Participons au financement de TV5 Monde, en particulier avec les Suisses et un certain nombre d'autres pays européens. Et donc ça serait un mauvais coup, disons, pour notre audiovisuel extérieur. Voilà, Madame la Ministre, mais en tout cas, une très grande vigilance sur l'avenir de France Média Monde, qui est un élément essentiel pour le rayonnement de la France. Merci beaucoup, Monsieur le député. Madame la ministre? Oui, merci. Monsieur Bertrand Buix, vous avez commencé par évoquer le sujet de la fameuse tapisserie de Bayeux à l'occasion de ce... Oui, à l'occasion de ce fameux sommet franco-britannique. Alors, pour commencer par un petit point amusant, figurez-vous que j'ai fait la connaissance à la faveur de ce sommet franco-britannique. Il venait d'arriver de monomologue qui s'appelle Matt Hancock, qui est vraiment très jeune, dynamique et très soucieux de partage de culture. Je pense que bon, voilà, il fait partie des gens qui peuvent peut-être se dire tiens, dommage. En tous les cas, j'ai pu, ce qui m'a enchanté, observer qu'il y avait peut-être chez lui une forme de complicité sur les sujets européens que nous défendons à la Commission, et c'est important. J'ai trouvé qu'il y avait une ouverture. Et d'ailleurs, il m'a offert à l'occasion de cette rencontre un fac-similé d'un texte, d'une rencontre, d'un échange entre François Ier et Henri VIII, écrit en français. Je trouvais que c'était assez joli que ce soit le Britannique qui pense à m'offrir un texte. C'était bon, voilà, pour vous dire un peu l'ambiance de laquelle. Et l'autre chose qui était assez réjouissante lors de ce sommet, c'est que lors de la restitution de nos échanges, clairement, celui qui a suscité le plus d'intérêt, si je puis me permettre, enfin dans ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était effectivement les échanges culturels et évidemment cette fameuse affaire de la tapisserie de Bayeux. Et je dois dire que c'est une sacrée opportunité. C'est comme ça que les échanges s'entendent. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'idée de prendre la tapisserie de Bayeux et de l'amener là-bas, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça dit quelque chose de notre histoire commune qui montre aussi l'éveil qu'ils ont par rapport à montrer c'est la première bande dessinée historique, je dirais d'une certaine façon, et donc qui montre leur intérêt à connaître l'histoire telle qu'elle est. C'est quand même intéressant. En plus, en sachant qu'on ne sait pas si elle n'a pas été tissée là-bas. Donc tout ça montre comment tout est toujours étroitement tissé, si je puis me permettre. Et c'est à la faveur de cet échange, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va, une fois que les conditions seront bien de préservation seront bien établies, parce que la dernière fois où elle a été bougée, c'était pendant la guerre pour la préserver justement, et elle a été roulée. Donc il ne faut pas trop faire ce genre d'opération. Enfin, elles sont possibles aussi puisqu'elles avaient été faites. Mais à la faveur de cette réflexion sur l'échange, eh bien, la tapisserie va être consolidée. Restaurer, je ne sais pas si on peut dire c'est le bon terme, documenter aussi, on va utiliser tous les moyens du numérique pour raconter, voir quelle est vraiment son histoire, garder une trace numérique, et à la faveur des travaux c'est un musée, c'est un... Comment on dit ?
au Saint-Musée, à la faveur du musée de Bayeux qui devrait réouvrir en 2023, si je ne me trompe, eh bien, elle pourrait, une fois toutes les conditions réunies et avec la participation active à tous les niveaux et notamment financière des Anglais qui nous aideront à faire les travaux de restauration et de documentation nécessaires, elle sera un parfait symbole de cet échange. Je trouve que je vous remercie d'avoir commencé par ça parce que c'est très donnant, c'est un parfait exemple de coopération. Alors bien sûr, nous avons évoqué tous les sujets, et notamment la coopération possible, et c'est systématiquement le sujet qui revient avec tous les pays européens, la protection du patrimoine en péril, et c'est vraiment un sujet de partage sur cette question du patrimoine menacé, que ce soit en Europe ou dans le monde. Il y a une grande mobilisation européenne à ce sujet. On a décidé aussi qu'une saison culturelle serait organisée parce que ce sont des moments de partage aussi extrêmement forts qui permettent de sensibiliser les citoyens à la culture de l'autre. Cette année, il y aura une saison France-Israël, il y a une saison France-Roumanie qui est prévue et une saison culturelle africaine en 2020, ce qui va être, je pense, un moment phare. Et c'est toujours des moments de grand dialogue. Vous avez ensuite évoqué les autres aspects d'échanges culturels. Alors évidemment, pour l'édition, ça se fait à la fois à travers la traduction, des bureaux du livre qui se retrouvent dans les pays. Donc il y a un bureau du livre français à Londres, j'en sais quelque chose. Il y a la traduction, il y a les salons aussi, c'est les salons réciproques, et le grand salon de Francfort, c'est un moment d'échange de cette industrie culturelle-là et des échanges de droits qui est extrêmement important. Au niveau du jeu vidéo et du cinéma, on peut encore aller plus loin sur, notamment grâce au crédit d'impôt, attirer des tournages anglais en France. Et c'est aussi un échange culturel très important et très profitable, je dirais, économiquement pour notre pays. Voilà, ça, je dirais que c'est pour répondre à votre interrogation. Monsieur Herbillon, vous avez évoqué évidemment la question capitale de la défense des droits d'auteur, la rémunération des auteurs via les plateformes. Et tout cela est essentiel dans le cadre de notre diplomatie culturelle et d'influence. Comment préserver nos opérateurs? Vous avez évoqué le rachat de Deezer et la pertinence d'une politique industrielle culturelle en se rapprochant de Business France, ce qui est une réalité. J'ai effectivement rencontré Sira Silla récemment pour parler de cela, mais d'une manière générale, c'est évident que la diplomatie culturelle est une grande opportunité pour notre pays, pour faire à la fois rayonner sa culture et un moyen d'assurer un dialogue avec les cultures étrangères. Je crois que la notion de partage, elle est essentielle, la notion de dialogue. J'ai un petit code avec un de mes collègues ministres, qui est le ministre de l'Éducation nationale. C'est toujours moi qui parle de neurosciences. Et je peux vous dire que pour avoir été passer une journée entière à l'Institut Pasteur et entendu quelles étaient les bonnes règles pour maintenir un cerveau en bon état, outre le fait d'apprendre des langues étrangères et d'être dans le multilinguisme, c'est la première règle, c'est l'émerveillement et donc la confrontation à la culture en permanence. Et la 5e règle la plus importante, c'est l'échange. Donc ce dialogue est absolument essentiel pour nous tous, à tous les points de vue. Donc, effectivement, elle se traduit, cette diplomatie culturelle, par longtemps. Elle s'est même cantonnée à cela. L'exportation des artistes et des œuvres. La tournée, on a connu, c'est la tournée des comédiens, musiciens, les danseurs, les auteurs, l'organisation d'expositions de nos musées nationaux à l'étranger, la diffusion de notre cinéma. Les actions aussi de coopération. C'est vrai que nous avons soutenu au Cambodge la restauration d'Angkor, au Laos le soutien à la restauration de Luang Prabang, l'enseignement de la langue française qui est depuis
longtemps un outil majeur de notre diplomatie culturelle, enrichi d'ailleurs par tous les contenus, arts visuels, jeux vidéo, design, mode, etc. La grande évolution aujourd'hui réside dans une mondialisation accrue où la culture est devenue un enjeu majeur à tous les niveaux. L'idée de soft power est vraiment très très importante et ça devient une forme de concurrence. On est encore, vous le savez, extrêmement bien placé, mais il faut vivre les choses maintenant de façon multilatérale. J'ai parlé aussi de l'exportation de notre expertise culturelle. Ça, c'est évidemment important. J'ai parlé des saisons comme la saison France-Colombie, saison France-Israël, saison France-Roumanie. Et j'insiste sur la saison en 2020 qui est très ambitieuse, qui est l'idée de faire une saison africaine avec l'accueil et de la jeune création de l'ensemble du continent africain à valoriser en France. Parce que ça, c'est une chose qu'on a toujours été un peu dans une posture d'aller amener notre culture et pas de comprendre combien on pouvait s'enrichir de la culture des autres. C'était une chose que j'ai vécue dans l'édition pour y avoir passé 40 ans. Au début, je vous le dis parce que c'est très marquant. Même dans les librairies, il n'y avait pas de rayon par domaine linguistique. Ça n'existait pas. Et puis petit à petit, on a vu l'intérêt de la traduction. Et à travers cette traduction, comme je disais dans mon texte de présentation, on découvre la culture de l'autre, mais aussi les traductions permettent de véhiculer nos propres œuvres vers les autres. Et parfois, c'est par la traduction en français qu'on va découvrir et faire valoir. Je sais qu'il y a déjà des Nobel qui ont été attribués à des auteurs parce que les jurés Nobel l'avaient découvert en français. Oui, donc ce multilatéralisme, il est vraiment capital. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer l'enjeu majeur qui est celui de la francophonie, qui est une francophonie qui définitivement doit être ouverte aux langues et doit être dans un plurilinguisme. Voilà. Sur le lien avec le ministère des Finances, pour revenir là-dessus, pour Business France, il y a une coopération avec le ministère et notamment le CNC pour attirer les tournages chinois en France. Mais nous avons aussi des propres opérateurs pour ce secteur-là. Vous les connaissez et pour soutenir l'exportation, Unifrance, le Burex. La présence de nos œuvres sur les plateformes progresse. En plus, ça, moi, je me suis battue à l'Europe pour que ce soit plus présent. Sur le financement de la création, il existe déjà les fameuses taxes Netflix et YouTube pour le CNC. Dans les combats européens, la directive SMA permettra d'imposer des obligations de financement et de diffusion de la création à Netflix. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des œuvres sur Netflix, mais... Oui. La directive droit d'auteur, partage de la valeur. Monsieur le député, prenez votre micro à ce moment-là. Oui. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, Madame la Ministre. Je pense que c'est un des vecteurs essentiels désormais pour diffuser notre cinéma à l'étranger. Si on n'est pas présent, si le cinéma français n'est pas présent sur Netflix, on ne pourrait plus parler dans 10 ans de la présence du cinéma français à l'étranger. Écoutez, je vais vous raconter presque une anecdote. Quand je suis arrivée, on peut dire que je débarquais. Et dès la première semaine, il y avait un conseil des ministres à l'Europe et c'était sur la directive SMA. Et en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, il n'y était pas prévu du tout l'inscription d'un quota d'œuvres européennes minima sur les plateformes. Et du coup, on en a discuté, je me suis posé la question. Et je vais vous dire qu'est-ce qui m'a convaincu qu'il fallait vraiment y aller, c'est de se dire que ça voulait dire, quelque part, qu'on ne croyait pas dans notre propre production. Et si on ne croit pas dans notre propre production, on va nulle part. Et du coup, j'ai demandé à mes collègues, parce que je découvrais qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'une telle chose passe. Et bien, on m'a dit, il faut faire passer un amendement, mais c'est dangereux parce que ça peut peut-être déséquilibrer les choses. Et on a décidé ensemble, la veille au soir, de faire passer un amendement. C'est pas sûr que ça passe, c'est passé. Donc, c'est pour vous dire la conviction avec laquelle on se bat, et je me bats là-dessus. Et c'est pour ça que, en marge de Francfort, j'ai souhaité faire une rencontre informelle avec les ministres européens de la culture pour
repartager ses convictions. C'est parfois plus facile de le faire dans des cadres informels et à la faveur de moments qui emportent, comme la foire du livre de Francfort, et à la faveur de l'installation de la présidence bulgare. Je ne me souviens plus de son nom. Le ministre bulgare de la bulle, non, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Boyle. Oui, voilà. Boyle a voulu faire la même chose et a proposé une rencontre informelle des ministres de la Culture à Sofia, où nous nous sommes rendus. Et chaque fois, ça nous permet de encore plus dialoguer, de voir quels sont les points d'achoppement, là où les autres reculent, où est-ce qu'il faut encore avancer. C'est vraiment des... Bon, c'est des combats de société qui se jouent. La directive droit d'auteur sur le partage de la valeur. Moi, je n'arrive même pas à envisager qu'on ne puisse pas y adhérer, dans le sens où s'il n'y a plus de création, parce qu'il n'y a plus de financement des créateurs, il ne faut pas oublier que la culture, c'est d'abord les créateurs, et qu'ils doivent vivre de leur création, on perd la possibilité de ces métiers. Et le ministre européen, on a partagé avec le ministre européen de la culture espagnol la nécessité, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi, de mobiliser dès le plus jeune âge, d'ailleurs les jeunes, à l'importance du respect du droit d'auteur. Donc on touche au problème de piratage, et de faire vraiment une éducation. Il y a l'éducation aux médias par rapport aux fausses nouvelles et tout cela, mais il y a aussi l'éducation à l'image en général, mais il y a aussi l'éducation à ce que ça veut dire le respect de la création. Voilà, c'était pour vous dire que il y avait aussi un sujet sur les alliances françaises, les instituts français, qui sont effectivement des outils majeurs au service de la diplomatie, avec d'un côté la Fondation Alliance française et l'Institut français, qui ont cette même préoccupation de faire rayonner la France à l'étranger. Mais avec des différences. C'est vrai que quand on arrive, c'est pas toujours très compréhensible un peu ce partage. Moi, j'étais étonnée de voir que dans les pays... Avant, dans mon ancienne profession, quand on était invité dans les pays, au Brésil, par exemple, c'était par une alliance française, et quand on est invité en Allemagne, c'est par un institut français. Donc, bon, il faut un petit peu comprendre ça. L'Institut français, c'est principalement, l'émission s'est tournée vers le rayonnement de la culture française à l'étranger sous toutes ses formes. Et celle de la Fondation Alliance française, c'est précisément, historiquement, orientée vers l'enseignement et la formation, et en particulier l'apprentissage du français. Et donc, voilà, ce sont les deux réseaux. La Fondation assure la coordination de 800 alliances françaises en France à l'étranger, qui sont des associations de droit local autonomes et juridiquement, effectivement, financièrement, souvent 95% autofinancées, et qui ne dépendent que très marginalement des crédits publics. Donc, elles tiennent aussi, de ce point de vue-là, à leur indépendance. Et elles ont une forte relation avec les interlocuteurs et des personnalités locales qui sont là, et c'est souvent des bénévoles qui sont très investis dans la culture et dans le rayonnement du français. Et l'Institut français, vous le savez, ils sont financés par le ministère des Affaires étrangères, et on leur demande aussi de développer leurs ressources propres. La problématique budgétaire, elle est partout, mais le président de la République, soucieux d'assurer une meilleure lisibilité par rapport à ce que je vous en disais, qu'on constate quand on est un simple usager, souhaite un rapprochement de ces deux acteurs majeurs en la matière. Et pour cela, effectivement, vous l'avez dit, il a confié une mission à l'ambassadeur Vimont, qui doit rendre prochainement ses conclusions. Donc, ce serait intéressant de l'entendre, et j'attends avec intérêt ces conclusions. J'informe le député et l'ensemble de la commission. Il devait rendre son rapport au mois de décembre. Il ne l'a toujours pas rendu. Et donc, je pense qu'il va quand même le rendre avant l'été, et à ce moment-là, nous ferons une audition. Pardon, Madame la Ministre. Alors, pour essayer de répondre, on va... Et on reviendra aussi, puisque vous avez évoqué tout à la fin France Média Monde 25, mais comme il y a une question très précise, on va voilà. Et oui, parce qu'elles sont un petit peu sur l'audiovisuel extérieur et la francophonie. Donc la langue française, c'est un moyen de formation. Enseignement de la langue française et le rayonnement de la langue, c'est vraiment capital. Et il faut trouver les moyens de l'assurer. Je ne suis pas le ministère de l'éducation nationale ou de la recherche, qui ont des véritables aussi réflexions à ce niveau-là. Mais nous avons des outils.
des vecteurs extraordinaires. Et France Média Monde a une grande efficacité dans le rayonnement de la France. Et on salue le travail qui est fait. Et la réflexion sur la transformation de l'audiovisuel public, parce qu'il y a, je sens toujours cette question en se disant, mais comment ça va se passer, est-ce qu'il va garder son influence, mais je dirais pour dire hors réponse précise que sur cette réforme de l'audiovisuel public, justement, ce que nous avons souhaité d'entrée de jeu, c'est que l'ensemble des responsables de l'audiovisuel public se réunissent. Je les ai réunis depuis juillet dernier pour voir quels étaient, pour introduire la notion capitale de coopération, qui vous êtes extrêmement chère, mais qui n'était pas forcément la chose la plus pratiquée dans des maisons qui avaient plutôt tendance à fonctionner selon leur marque, plutôt que à part quelques expériences, et sauf, je dirais, d'une certaine façon, France Média Monde, qui a et TV5 d'ailleurs, qui ont ça un peu dans leur ADN, hein, de la coopération. Mais clairement, ce qu'on leur a demandé, c'est de travailler ensemble et de réfléchir de façon transversale aux grands sujets et aux grandes missions. Et une des missions étant clairement l'international. Et comment dirais-je, la mission culturelle de l'audiovisuel public. Et, puisque tous ces sujets-là se retrouvent dans nos préoccupations, autre sujet, puisqu'il y a aussi la proximité, les synergies, etc., de fonctionnement, mais aussi le rapport à l'éducation. Un chiffre, moi, qui m'a absolument stupéfait en allant à Londres visiter la BBC, c'est de se rendre compte de deux choses. C'est que en France, il n'y avait que 2-3% qui étaient consacrés au développement numérique et à la transformation numérique, là où la BBC, c'est 7%, et là où au Canada, c'est 12% des budgets. Donc, pour vous dire comment l'adaptation, or, pour toucher tous nos sujets et remplir toutes ces missions, cette réflexion et cet investissement est capital aujourd'hui. On ne peut pas... J'ai d'ailleurs été extrêmement frappée en me rendant en Guyane la semaine dernière et en allant voir Guyane première, de se rendre compte que là, ils l'ont pris vraiment d'entrée de jeu, l'idée du média global, radio, télévision, numérique, avec un travail très, très intense là-dessus. Et à la BBC aussi, pour revenir à eux, j'étais extrêmement frappée du fait que quand les jeunes doivent travailler, réviser, apprendre, à 85%, ils utilisent la BBC. En France, il y a plein de choses formidables qui se font, et France Média Monde et TV5 en sont des fers de lance, mais personne ne le sait vraiment. Et donc, cette notion de coopération, pour que ces outils soient connus et reconnus, et donc la prochaine réunion de travail avec l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public sera sur la réflexion d'une plateforme d'éducation, justement. Et donc, puisqu'on parlait... Je réponds un peu à tout le monde, hein, en même temps, c'est pas très... mais parce que c'est vraiment des sujets transversaux. Et la question de l'éducation et de l'apprentissage des langues, et donc du français, étant essentiel, ce sera un sujet partagé. Mais pour vous rassurer sur l'importance que nous accordons à France Média Monde, vous savez que c'est la société de l'audiovisuel public dont la dotation a connu la plus forte hausse au budget, avec 2,5 d'augmentation, soit 6,2 millions. Et ça s'inscrit en plus dans une continuité, parce que France Média Monde avait déjà bénéficié d'une forte hausse de concours publics entre 2013 et 2017. C'est vous dire la croyance qu'on a et saluer le travail qui est fait dans cette instance, et notamment le travail de Marie-Christine Saragosse, qui est venue soutenir la présidence intérimaire de Francis Hus, que je dois rencontrer tout à l'heure, si je ne me trompe, pour continuer à faire ce travail, parce qu'il n'est pas question que la France Média Monde pâtisse de quoi que ce soit dans les aléas par ailleurs. Voilà, je crois que j'ai dit assez. Je regarde.
Deuxième ronde de questions. Ou j'aurai peut-être l'occasion, Vous oui. voulez bien, Madame la Ministre, si vous, Oui. vous pourrez revenir sur Voilà. les questions que vous auriez éventuellement oubliées. Valérie Thomas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors de son discours à Ouagadougou en novembre dernier, le Président de la République a fait part de sa volonté de valoriser la culture de l'Afrique, notamment au travers de son cinéma. L'Institut français revendique par exemple la projection chaque année de 6000 films provenant du fonds de la Cinémathèque Afrique, qui conserve près de 1700 films coproduits avec la France dans plus de 30 pays. Les jeunesses africaines et françaises doivent être les premières bénéficiaires de cette mémoire du continent. La France célébrera la création africaine, notamment son cinéma, à l'occasion de la saison des cultures africaines 2020, annoncée par le Président de la République. Madame la Ministre, vous l'avez évoqué, mais pouvez-vous nous préciser quels pourraient être les grands axes de cette saison des cultures africaines en 2020 et comment votre ministère peut promouvoir au mieux dans notre pays le cinéma africain et plus généralement toute sa création artistique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Éric Gérardin. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mon intervention porte sur la capacité des établissements culturels à s'exporter et à travers eux à exporter la culture française. Alors vous avez évoqué déjà le sujet dans vos propos liminaires. Donc peu de temps après l'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi et après le renouvellement d'El Cubo, le centre provisoire Pompidou de Malaga jusqu'en 2025, mais aussi dans l'attente de l'ouverture de centres Pompidou similaires à Shanghai et à Bruxelles, nos musées doivent-ils s'exporter afin de gagner Monsieur encore le député, lâchez le micro. Voilà, en formidable. notoriété et à faire rayonner la France? Alors la réponse est probablement positive, évidemment, mais surtout, quelles modalités faut-il privilégier? Plutôt un musée réel et pérenne dont le coût peut s'avérer très important, surtout si on choisit une signature architecturale, ou plutôt un site existant qui accueille une collection durant une période déterminée avec un système de paiement en franchise. Selon quelles modalités les succursales des grands musées peuvent-ils bénéficier d'œuvres majeures des collections du musée principal? Y a-t-il des œuvres imprêtables comme par exemple la Joconde? Voilà. En aparté, par rapport à vos propos et notamment vos luttes au niveau de l'Europe, je note que chaque fois que l'exception française existe, alors en l'occurrence on parle ici de la culture, mais on pourrait parler d'un autre sujet qui parle aussi de culture, qui s'appelle l'agriculture, on a quand même quelques difficultés à tout simplement défendre nos exceptions au niveau de l'Europe. Alors, vous avez fait un appel au peuple. Vous pouvez compter sur nous au travers de nos différents engagements planétaires, puisqu'on est investi et engagé dans différents groupes, pour tout simplement défendre l'exception culturelle française. Et pour finir, je vous dirais que j'ai bien aimé votre phrase introductive qui exprime votre politique générale dans votre ministère, quand vous avez parlé de la lutte contre la ségrégation culturelle comme la colonne vertébrale de votre projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Marion Laine. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur le Pass Culture que vous avez présenté la semaine dernière. Cet engagement de campagne de notre Président vise à ouvrir l'accès à la culture et les pratiques artistiques aux jeunes. Le 23 février dernier, vous êtes rendu aux Victoires de la musique classique à la Grange-au-Lac, d'Évian-les-Bains, une ville qui s'inscrit dans un territoire franco-suisse, un bassin de vie lémanique. Ainsi, je voudrais tout d'abord vous interroger sur la géolocalisation des lieux culturels qui sera développée sous forme d'une application mobile. Vous l'avez évoqué. Est-il prévu que l'application prenne en compte la situation des jeunes frontaliers vivant en France et mobiles vers les pays frontaliers en géolocalisant aussi l'offre culturelle de nos voisins, comme le fait par exemple le portail Les Mans sans frontières ou le livret commun des Journées du patrimoine d'une rive à l'autre. J'ai vu que l'application sera testée dès le printemps, notamment dans le Bas-Rhin. Comment a été appréhendée cette question à ce jour? De plus, le pass sera monétisé 500 € pour les jeunes de 18 ans. Comment fera le jeune frontalier avec la Suisse pour acheter des biens culturels s'il est en Suisse voisine, où l'attractivité culturelle française est forte, grâce notamment aux villes francophones de Genève, de Lausanne et Montreux? Avez-vous intégré la conversion euro-franc suisse? Enfin, pour inciter les jeunes à se rendre dans des lieux culturels, à s'ouvrir à la culture et aussi aux cultures du monde, l'offre doit s'élargir au-delà de nos frontières.
Que pensez-vous d'associer les voyages culturels et linguistiques aux offres culturelles proposées par le Pass Culture? Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François Mbaye. Oui, merci Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'ai eu récemment l'occasion d'accompagner le Président de la République à son déplacement au Sénégal. Déplacement où il a beaucoup parlé, notamment de francophonie. Et aux côtés du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, nous avons pu visiter une magnifique exposition dans l'Institut français et échanger avec des acteurs de la société civile autour d'une question simple qui est celle de la place des femmes dans l'espace créatif francophone. Et aujourd'hui, au lendemain de la journée des droits de la femme, comment votre ministère porte-t-il cette question dans sa réflexion du défi culturel que nous avons tous à relever et que vous avez mentionné en préambule de votre exposé, et surtout quelles sont les actions qui sont mises en œuvre pour participer à ce débat. Puis j'avais une deuxième question qui portait là aussi sur la francophonie. À l'heure où s'ouvre la semaine de la francophonie, plusieurs auteurs ont décidé de ne pas participer à cet événement, parmi lesquels Alain Amabankou, qui est un auteur congolais qui a obtenu le prix Renaudot en 2006. Ma question est toute simple, comment le gouvernement compte-t-il décentraliser la francophonie, préalable essentiel au développement de celle-ci? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, Sylvain Wasserman. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne l'exception culturelle et la façon dont il faut la défendre ou la réinventer par rapport aux enjeux du numérique. J'étais frappé dans votre intervention par le nombre d'exemples que vous avez pris sur les défis, enfin les risques et les opportunités du numérique. Et j'ai l'impression que si on ne parvient pas à gagner le combat au niveau européen, on fragilise encore plus notre exception culturelle dans un monde qui s'accélère beaucoup. Donc ma question est la suivante. D'abord, il y avait eu un rapport Lescure en 2013 sur l'acte 2. Donc j'imagine aujourd'hui il l'appellerait exception culturelle 4.0. Mais sur le fond, y a-t-il des enjeux de plus que vous verriez à partager? Et surtout, on est tous dans des groupes d'amitié. Donc quels sont les pays européens que vous voyez les plus, peut-être pas les alliés parce qu'ils sont déjà convaincus, peut-être pas les fervents opposants, mais en tout cas ceux sur lesquels l'action parlementaire peut jouer, apporter une petite pierre à l'édifice de ce combat qui me semble vraiment important. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Madame la Ministre, la parole est à vous. Alors, Valérie Thomas, je vais quand même si 2020, c'est remarqué, non, c'est demain, hein, on va dire c'est demain. Et merci d'avoir repris cette saison, parce que c'est vraiment, je pense que ce sera une saison vraiment symboliquement importante, parce que une saison où on va enfin pouvoir recevoir et s'enrichir et pas être toujours de chez nous vers, c'est un changement. C'est un changement majeur. Et puis, c'est une priorité géographique. C'est un axe majeur de notre politique culturelle. On doit vraiment être présent. Alors, les leviers, évidemment, réseau culturel des ambassades, hein, ça c'est une évidence. Une offre, alors j'ai pu l'observer moi-même en m'y rendant, très significative de formation professionnelle et la capacité à établir des réseaux de professionnels de la culture pérenne, hein, avec des grandes écoles qui s'installent. On a visité une, notamment au Maroc, où les cours se font par Skype, enfin par Internet. Donc il y a vraiment une capacité d'échange. Et du coup, on voyait là des étudiants qui venaient même de Chine ou de tout le continent africain pour venir suivre l'enseignement qui était dispensé de cette manière. Très important de travailler sur la notion d'un visa spécial artiste pour faire venir nos artistes. J'évoque ce point-là parce que c'est un point de vigilance et un point d'attention qui nous importe. L'Afrique est de plus en plus présente sur la scène artistique française, du Grand Palais à la Villette, de la Fondation Vuitton au musée du Quai de Branly. Pour la Villette, je me souviens que ma première visite, le cabinet se demandait, quand je suis arrivée comme ministre, où est-ce qu'on va l'emmener dans un grand établissement, etc. Et j'ai dit, je veux aller dans l'établissement où il y a le plus de diversité et le plus de choses qui se mélangeaient. On a été à la Villette et il y avait justement une magnifique exposition d'artistes africains à ce moment-là et qui était traversée par des
des bandes de collégiens, c'était une véritable réjouissance et ça avait suscitait un véritable intérêt. Mais bien sûr, le Quai de Branly, le Festival d'Angoulême, le Festival d'Avignon, qui a accueilli je ne sais combien de troupes. Et c'est vrai que la culture africaine est très présente, elle a été très présente en 2017 sur toutes les scènes. Et on y voit, il y en a beaucoup à apprendre d'une jeunesse dynamique, une jeunesse un peu intense, créative, contemporaine, sortant du cadre, acceptant de sortir du cadre. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une grande réjouissance qu'on puisse travailler sous cette saison-là. Alors, vous avez aussi posé la question de l'aide au cinéma, des fonds de soutien. L'aide au cinéma du monde, qui est co-gérée par le CNC et l'Institut français, c'est vraiment un instrument de rayonnement extrêmement important qui accompagne les plus grands cinéastes internationaux. Et je vous dirais, enfin, bon, bien sûr, tout le monde se souvient de Lunchbox, de Mustang, la réalisatrice turque, Lunchbox, c'est le réalisateur indien. Oui, et En attendant les hirondelles de l'Algérien Karim Moussaoui, qui est plus récemment. Donc, sans parler de Timbuktu et tous ces films-là. Donc, c'est vraiment une priorité du CNC de travailler à développer des coproductions dans ce domaine des œuvres audiovisuelles. Et là aussi, anecdote, quand le premier festival de Cannes en tant que ministre, j'avais rencontré les gens de... Pas Un certain regard, mais les autres de... Enfin bon, ça reviendra. Oui, mais il y avait, tu sais, j'ai le midi, je ne sais plus. Bon, peu importe, je suis désolée, je ne me souviens plus de l'institution. C'était vraiment important, mais c'était des jeunes réalisatrices d'autres continents qui disaient mais à quel point c'était important d'être soutenu par le cinéma français. Enfin, il y a vraiment... on est là sur... et alors, aussi dire qu'à l'occasion des trophées francophones du cinéma qui sont déroulés à Yaoundé, au Cameroun, le CNC et ses partenaires ont lancé le premier fonds de soutien dédié à la jeune création dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne et en Haïti, et qui prévoit de soutenir des projets cinématographiques audiovisuels en liant très en amont avec des diffuseurs pour garantir leur visibilité. Donc, en fait, c'est des projets qui sont aidés à tous les stades. Parce que le cinéma, c'est quelque chose de très lourd et c'est aidé à tous les cinémas, que ce soit, tous les niveaux, écriture, développement, production. J'ai eu la chance d'être, de siéger dans des commissions au CNC, d'abord pour l'aide à l'écriture et ensuite pour l'avance sur recette, notamment le premier collège, donc des premiers films. Et c'est vraiment important de pouvoir accompagner tous ces stades-là parce que c'est très lourd à monter. Et voilà. Je crois que c'est tout pour cette question-là. Le pass culture. Non, il y avait Éric Girardin sur nos musées, l'exportation. Voilà. J'ai tout noté. Je commence à m'emmêler les filles. Abu Dhabi. Bon. Voilà, c'est... bon, écoutez, tout le monde a parlé d'Abu Dhabi. Abu Dhabi et la Joconde qui reste pour le moment, oui, voilà. je tiens à vous le dire, à Paris, au Louvre. Voilà. Abu Dhabi est un excellent exemple d'une coopération absolument extraordinaire, puisque non seulement ce musée a été construit avec un grand geste architectural, mais c'est un geste d'un architecte français qui rayonne à travers le monde et qui fait rayonner aussi, c'est de la diplomatie culturelle. Et la réalisation est absolument remarquable. Et surtout, c'est toute la coopération au niveau muséal avec France Museum qui a apporté ses compétences et qui va continuer et qui va donc et qui a entraîné quelque chose d'assez unique et qui sera un marqueur maintenant incontournable. C'est la coopération. C'est 13 institutions, 13 musées, 12 musées et la BNF qui ont agi en coopération pour prêter des œuvres, donc pendant des temps maîtrisés, et avec une muséographie du coup d'ouverture absolument exceptionnelle, parce que l'idée de cette muséographie, c'est qu'à un moment donné, à une époque donnée, c'est de la représentation des œuvres de tous les continents. Et donc je vous assure que c'est à tous les niveaux, c'est une œuvre de coopération, mais qui rapporte aussi à nos musées des moyens et une démarche, une méthode qui est, je trouve, la méthode de coopération qui est absolument extraordinaire. Et
bien sûr, l'histoire des œuvres imprébitables, etc., nécessite toute notre attention. Et bien sûr, c'est parce que dans cette colonne vertébrale de la politique que je mène autour de, et vous l'avez souligné, je tiens à vous remercier, contre la ségrégation culturelle, et qui s'appuie sur la pratique artistique et culturelle, sur les médiathèques et sur le pass culture, mais aussi sur un plan d'itinérance. Et à la faveur de la réflexion sur ce plan d'itinérance, on a lancé, lors de mes vœux, j'ai lancé l'idée, mais pourquoi finalement cette Joconde qui a quand même été aux États-Unis, en Russie et au Japon, si je me souviens bien, ne pourrait pas aller juste à Lens, par exemple? C'est toujours une question. Mais bien sûr, ça ne se fait absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tabou. Tout peut se raisonner. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit se faire. Il faut vraiment voir dans quelles conditions. Mais je pense que c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas de tabou et qu'on raisonne. Et merci aussi de défendre cette exception culturelle. Si vous me permettez, Madame la Ministre, une insiste sur Abu Dhabi. Je pense que ça sera bientôt le seul musée au monde qui aura 2 tableaux de Vinci. Hein, parce que j'ai eu la chance d'y aller avec le Premier ministre il y a 3 semaines. Il y a donc le tableau de la Belle Ferronnière qui est installé là-bas. Et le fameux tableau Salvator Mundi qui a été acheté pour 450 millions de dollars, on a appris qu'il avait été acheté pour ce musée et qui serait donc dans le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Donc vous aurez 2 tableaux de Vinci pour l'instant à Abu Dhabi, qui est un musée absolument formidable parce que c'est un musée universel. Ce n'est pas simplement l'exportation de l'art français, c'est la rencontre des cultures universelles. Et ça, c'est extrêmement émouvant et touchant. C'est très, très bien pensé. Et voilà. c'est Je voulais ajouter cela. Voilà, et c'est un point de résistance pour un certain type d'ouverture et un projet qui est basé sur la conviction qu'ils ont là-bas et qu'ils nous disent avoir là-bas sur l'importance de l'éducation et de la culture pour le monde de demain. Et tant qu'on entend ce discours, eh bien, on a un peu l'impression de respirer quand même. Donc, je pense que ça fait du bien. Voilà, c'est exactement, ça fait du bien. Voilà, alors, le pass culture. Où est j'ai perdu mon pass culture. Tiens, enfin, je le connais par cœur, mon pass culture, mais c'est toujours bien d'avoir Marion Laine. Où est-ce que Ah, le voilà, pass culture. Oui, parce qu'il y a des questions compliquées que vous posez avec les jeunes frontaliers. Mais enfin, un mot sur le pass culture en général et son articulation avec d'autres passes européens. Ça vaut la peine d'en parler d'une manière générale. Le pass culture, qui est donc un des points phares du programme du président, dans le programme, c'est un pass culture. Donc on l'a adopté, on l'a réfléchi, et on a réfléchi comme un des instruments essentiels de l'accès de la culture pour tous partout. On revient sur la ségrégation culturelle. C'est un fait que la France est d'une richesse exceptionnelle en matière d'offres culturelles. Je dis parfois que c'est un pays de cocagne. Il suffit de voyager à l'extérieur pour se rendre compte d'ailleurs ce qu'on représente et de ce qu'on a. Mais c'est vrai aussi que tout le monde n'y a pas accès, que ce soit pour des questions de géographie, économique, passe culture, de sociologie, de familles qui n'ont pas l'usage d'aller vers la culture, etc. Et psychologique de « c'est pas pour moi ». Donc, ce passe culture est un outil absolument extraordinaire pour lutter contre cela à tous les niveaux, qui favorise la culture de tous par tous, de la culture pour tous partout. En plus de ça, dans cette politique contre la ségrégation culturelle et l'émancipation, les droits culturels, ça ne nous a pas échappé qu'avec mon collègue de l'Éducation nationale, dans une complicité qui, je crois, ne s'est pas beaucoup vue au sein des gouvernements, on travaille main dans la main pour faire en sorte que la pratique artistique et culturelle soit présente à l'école dès le plus jeune âge, présente à l'école et même en dehors, avec le fameux plan mercredi et tout le temps avec l'ouverture des lieux. Mais ça, c'est complètement nouveau et ça peut changer la donne. Et du coup, imaginez que le jeune rentre dans l'âge adulte avec un passeport qui est culturel et des moyens, c'est quand même un symbole extraordinaire. Et l'idée de ce pass culture, c'est qu'il accède à la culture en toute autonomie de choix. Mais pour cela, donc, le pass culture. Comment on l'a imaginé ? Eh bien, on a travaillé. Évidemment, tout le monde m'a dit au début, quand j'arrive, c'est bizarre. En Italie, ça n'a pas marché du tout. Bon.
eh bien, on a pris le contre-pied de ce ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ce n'est pas la Xème carte Fnac, pour ne pas faire de publicité, ou de l'Xème passe carte pour aller accéder à un bien culturel sans aucune autre précaution. C'est au contraire, et en travaillant, et c'est intéressant de le noter parce que c'est une chose aussi que j'ai découverte, il y a des start-up de l'État. On a créé une start-up de l'État au ministère de la Culture, qui a donc pensé cela comme un outil, qui est une application mobile qu'on géolocalise, qu'on éditorialise. Donc le jeune aura son application. Alors, 95% des jeunes ont un smartphone, hein, je vous rassure. Et pour autant, pour les 5% restants, il y aura accès via un site internet, hein, un lien. Bon. Et cette application mobile géolocalisée doit permettre à l'utilisateur de connaître là où il est, l'offre culturelle qu'il y a à proximité, ou là où il veut aller. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde pourra télécharger cette... parce que la question a été posée aussi. Pourquoi 18 ans? Symboliquement, c'est l'âge de leur entrée dans la citoyenneté. Mais pour autant, c'est un peu en amont qu'il s'agit de proposer la culture à des jeunes quand ils sont au collège, etc. Donc, elle pourra être téléchargée avant ou après, d'ailleurs. Hein, je veux dire, ce sera l'application géolocalisée de la culture avec la proposition de tout ce qui existe. Et effectivement, ça pourrait être bien de la proposer, que cette initiative sorte des frontières, comme je l'ai dit dans mon discours liminaire, à travers l'Europe, et effectivement avec les jeunes frontaliers. Vous posez clairement la question du territoire du Bas-Rhin. Il se fait que pour travailler sur ce Pass Culture, donc on a travaillé avec une start-up qui a conçu cet outil, qui est un outil presque d'information et de proposition culturelle, et qui est sur lequel le jeune peut avoir accès à la culture sans intermédiation des institutions, des opérateurs institutionnels. Et cette proposition concernera aussi bien des pratiques, ça c'est très important en culturel, que des accès et que des spectacles auxquels ils pourront assister, ou que effectivement des achats de biens culturels. Hein. C'est important de le préciser. Et on l'a travaillé dans ce qu'on appelle des open labs, là où on parle de francophonie, donc des laboratoires ouverts qui se tiennent sur 4 territoires. Il y a là effectivement le Bas-Rhin, la Seine. On a choisi vraiment des territoires très différents. La Seine-Saint-Denis. J'étais en Guyane, c'est pour ça que j'allais en Guyane, hein, pas pour d'autres raisons. J'allais précisément là, et pour me rendre compte, là, plus que n'importe où, un tel outil peut être important parce qu'il y a un désir de culture chez une population qui, à 50%, a moins de 25 ans, et en même temps est très débrouille, et donc l'envisage avec une énergie formidable, et du coup, ça répond aussi un peu à votre question. Et on l'a pris en compte aussi dès le début, l'idée qu'il faudrait y introduire l'idée de la mobilité. Parce que pour les jeunes, il faut aussi qu'ils puissent se rendre dans des lieux très retirés. Ça n'a pas un coût négligeable que de se rendre sur un lieu donné. Donc il faudra imaginer du covoiturage ou des accords avec la SNCF ou je ne sais. Et du coup, pour travailler sur toutes ces questions-là, on a constitué un comité d'orientation dans lequel il y a des élus, dans lequel il y a des acteurs, des artistes, des jeunes, des institutions qui peuvent réfléchir à toutes les questions qui se posent autour de ce Pass Culture. Et donc là-dedans, tout ça pour dire que Bruno Studer y est, évidemment, et que donc peut tout à fait se poser la question des frontaliers, et qu'il faudra envisager la façon dont nous, on n'avait pas posé la question. Je vais la porter au comité d'orientation, l'histoire de la conversion euro-franc-suisse. Voilà. Mais la question des voyages culturels, c'est amusant que vous la posiez, parce que très clairement, les jeunes dans ces laboratoires disent que ce qui les intéresse énormément, c'est la curiosité d'aller découvrir. Et beaucoup évoquaient l'idée du voyage culturel. Donc il faut voir comment gérer cette chose-là, parce que c'est quand même que 500 € au bout du compte, donc il faut voir comment cela c'est possible. Et puis l'idée, c'est aussi qu'ils appréhendent la culture, quand même, notre culture sur le territoire. Mais l'idée, c'était de faire des choses ensemble. Et en Guyane, ce qui est revenu tout le temps, c'est l'idée de faire des choses ensemble, solidaires. Donc ça ouvre vraiment la question.
Et alors, pour terminer, sur les femmes, c'est pas mal quand même. Voilà. Non, parce qu'il y avait aussi l'exception culturelle aussi, Monsieur Wasserman, excusez-moi. Jean-François May, la place de la femme, effectivement, on n'y est pas. Hein. La révolution des consciences, certes, elle est en train de se faire, mais ça nécessite une révolution des actes. Alors, je vais pour parler sur là où nous pouvons agir. Donc, il faut être exemplaire, devoir d'exemplarité. Donc, on a mis en place un programme très volontariste au sein du ministère de la Culture, avec une enveloppe importante, hein, 1,5 million d'euros sous le quinquennat pour le rattrapage des inégalités salariales qui sont à hauteur de 10% dans le ministère. C'est quand même... Voilà, on ne peut que le constater. Et le fait que sur les institutions culturelles, il n'y a qu'un tiers qui soit dirigé par des femmes. Donc, très important d'avoir une politique volontariste pour amener à la tête des établissements, tous les établissements, systématiquement penser femmes, et puis sur les mentalités, et tout un travail. Et donc, dans les écoles, on a tout de suite institué l'idée de faire des chartes pour que les mentalités changent. Voilà. Monsieur le député, vous vouliez reprendre la parole Mais juste pour, un instant, allez-y. pour effectivement abonder dans le sens de ce que dit Madame la Ministre, et c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de poser ma question au gouvernement lors de la journée des droits de la femme, mais ça portait autour de ça aussi de l'entrepreneuriat de la femme, mais surtout de cet espace, dans cet espace francophone, culturel, la place que l'on réserve à la femme. Donc je suis très content de pouvoir vous entendre sur ce sujet-là, et vous pouvez compter aussi sur la mobilisation des hommes à ce sujet-là, sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé que Leila Slimani Tout à fait. est une femme, que Michael Jean, qui est à la tête de l'OIF, est une femme, voilà, et que quand le président, oui, l'UNESCO, Audrey Azoulay, Absolument. femme, et que le président, quand il a réuni le 15 février dernier des artistes francophones du monde entier, la moitié étaient des femmes, effectivement, et que les femmes sont très souvent des, je le sais, dans d'autres, dans l'artisanat et notamment, c'est des lieux où les femmes sont très très actives dans les pays de l'espace francophone. Sur la semaine de la francophonie, bon, il y a pas... La seule chose que je voudrais vous dire sur la francophonie, parce qu'il y a eu une polémique qui nous a stupéfaites, c'est une polémique qui était, à mon avis, à l'inverse de ce qu'on avait envie d'atteindre. Et c'est pour ça que je suis très contente que Xavier North et Paul de Sinetti aient une mission. C'est à la faveur de la réflexion sur le tarmac, où manifestement, là, la presse s'est fait l'écho de quelque chose qui n'était pas, à savoir que cet espace dédié à la francophonie a un budget qui sera maintenu, que la seule problématique qu'il y avait sur ce lieu, c'était sa perte de fréquentation. Juste pour vous dire, hein, il y avait en 2013 16 000 spectateurs sur l'année. On en est à 10 000 aujourd'hui. La pétition, menée notamment par des gens comme celui que vous avez cité, a rassemblé 15 000 personnes. Cherchez l'erreur, je ne comprends pas. En tous les cas, et en plus de ça, le budget artistique de ce lieu, sur les 2 millions, c'était 600 000. Donc, il était clair qu'il fallait réfléchir ce lieu parce qu'il nous importe et que la francophonie est importante. Mais elle ne doit pas être cantonnée à un seul lieu, elle doit être partout. Il est urgent de sortir de ce confinement. Et c'est pour ça que comme la personne qui s'occupe du théâtre ouvert a été chassé de là où il est et cherchait un lieu, et comme c'est quelqu'un qui a toujours travaillé sur les écritures contemporaines et de toutes les écritures francophones, on a pensé qu'elle serait une personne sensible pour mener cette aventure, la continuer tout en étant en confrontant les écritures de la francophonie à l'ensemble des écritures contemporaines. Et je pense que c'est encore mieux défendre la francophonie. Donc, pour vous dire que parfois les polémiques viennent dont on ne sait pas où, et qu'elles ne sont pas forcément dans le sens de la réalité que nous accompagnons. Et Monsieur Wasserman sur les alliés traditionnels de la francophonie, et puis ceux qui le sont moins, donc les alliés traditionnels Espagne, Portugal, Italie. Question. C'est vrai que Dario Franceschini était un allié formidable. Et il va certainement nous manquer. Il a eu une politique tout à fait d'ouverture. Il a fait venir
dans ces musées, notamment à Naples, un grand conservateur français, et des choses. Donc il porte en lui la notion de l'échange. Heureusement, en Allemagne, c'est toujours Monika Grütters qui portera ces questions-là. Et sur les questions où, puisqu'il n'y a pas que elle qui décide à ce niveau-là, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, on travaille en grande proximité. Et nos services voient la semaine prochaine les homologues allemands, précisément sur cette question de droit d'auteur. Alors d'autres alliés en fonction des dossiers, mais qui évoluent, je trouve, comme le Danemark, j'ai observé déjà une évolution, la Roumanie, la Bulgarie aussi, qui a accepté de signer la convention commune qu'on a signée à l'issue de notre réunion à Francfort. Et c'est vrai que les choses évoluent, et je vois que sur ma fiche, on n'a pas marqué ceux qui n'étaient pas... qui n'étaient pas, mais enfin, vous en connaissez quelques noms. Par exemple, vous allez chercher des pays où sont installés certains sièges sociaux stratégiques. C'est vrai que ceux-là, on a parfois quelques soucis sur les questions qui nous rassemblent. Alors, Madame la Ministre, j'ai encore une question, et ce sera comme un clin d'œil ou un hommage, on va dire, à la ville qui a vu naître cette belle maison d'édition qui est la vôtre. Donc, je suis heureuse de donner la parole à la députée d'Arles. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je suis ravie et tellement fière d'être là cet après-midi. Merci, Madame la Ministre, d'être venue nous parler de la place de la culture dans les relations que la France entretient avec le reste du monde. Et j'ai entendu combien votre tableau de bord d'action est ambitieux, bien rempli, et je vous en félicite. Dans le cadre de la promotion et du rayonnement de la francophonie et également de la culture française, le rôle des instituts français est déterminant. On l'a dit tout à l'heure déjà, outil de proximité avec les populations des pays dans lesquels ils sont installés. Les instituts français servent-ils également d'espace de rencontre pour les actrices et les acteurs économiques francophones? Enfin, un processus de rattachement à l'Institut français de structures culturelles d'une dizaine de missions diplomatiques a été mené à titre expérimental entre 2011 et 2014, mais jugé non concluant et abandonné. Pourriez-vous nous indiquer si vous envisagez de renouveler ce type d'expérimentation dans l'avenir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la Ministre? Alors, sur les instituts français, vous savez, moi j'aime bien parler à partir des expériences que j'ai vécues ou que j'ai pu rencontrer. Et dans 2 voyages que j'ai pu faire depuis que je suis là, je voudrais citer 2 exemples pour dire l'importance que j'attache à cela. C'était à Beyrouth et à Mexique, et au Mexique. Et je dois dire que le rôle l'Institut français dépend du ministère principalement, même si on a repris la co-tutelle, mais c'est vrai que l'Institut français, en termes de financement, c'est la décision de l'État, c'est le budget, il est géré par le ministère des Affaires étrangères. Mais je dois dire, et je ne peux que défendre et me féliciter du travail qui a été fait, parce que ce soit au Mexique ou que ce soit au Liban, j'ai rencontré les responsables, puis je les connaissais d'avant dans notre vie, le travail qui est fait pour aller à la rencontre des gens sur le territoire, imaginer leurs problématiques. Par exemple, au Liban, une des grandes problématiques, c'est effectivement que la population, maintenant, elle est composée à 1/5, presque un quart, de réfugiés syriens. Et donc, ça nécessite un vrai travail particulier pour faire accepter cette population, l'intégrer. Et donc, le travail là, avec la culture et l'Institut français et l'ambassade est capital. Et au Mexique, j'allais parce que j'allais au Cervantino, qui est le grand, où la France était invitée d'honneur, et où j'ai retrouvé des troupes de théâtre. J'étais ensuite à Montréal, où j'ai rencontré, comme troupe de théâtre, j'ai retrouvé les Wajdi Mouamouad et les gens de la colline, j'ai retrouvé Raphaël Pichon, j'ai retrouvé l'ensemble intercontemporain. Donc vous voyez comment le rôle qui est joué là, au Mexique, avec un désir de français, de culture française, et en même temps, on a eu...
j'y allais après ces tremblements de terre, on a tout de suite mis en place une coopération au niveau du patrimoine, etc. Donc, je militerai absolument pour tout le maintien de ces choses-là. Moi, dans mon ancienne vie, je disais même qu'il fallait qu'on mette à l'intérieur des instituts français les librairies françaises, parce que les librairies, ce sont des véritables lieux de partage, c'est des lieux d'industrie culturelle qui créent une véritable dynamique et avec la population civile. Donc, je pense que c'est vraiment important de travailler comme cela et avec cette influence et cette capacité de créer une véritable économie. On l'a vu quand on a eu le sommet franco-britannique aussi, tous les gens autour de l'Institut français, ça, font véritablement, une place importante. Et je voudrais vous dire encore une anecdote, parce que tout le monde a parlé de l'importance de l'invitation de la France à Francfort l'année passée. Ça a été un événement presque capital, enfin déclencheur d'une nouvelle prise de conscience de l'importance de l'échange à travers la traduction et de la francophonie. Eh bien, c'est la personne qui s'occupait à l'ambassade de ce rôle d'Institut français qui a déclenché cela. Donc, pour vous dire comment ce poste-là est capital et peut créer des choses dont on n'imagine pas ensuite l'ampleur. À l'époque, quand cette personne-là avait initié cela, c'est-à-dire aussi une personne qui a initié ce qui est devenu maintenant la Nuit des idées en France et qui rencontre un succès. Cette année, la Nuit des idées, c'était 250 000 personnes quand même. Ben, c'est parti de l'ambassade à Berlin. C'est vraiment extrêmement important. Donc, soyez assurés que toute notre attention est portée au maintien de cette activité dont on ne mesure pas l'impact économique au-delà de juste une personne qui travaille d'arrache-pied pour favoriser les échanges et comment la culture est souvent une source d'économie. Et puisque vous m'avez fait le plaisir de dire que c'était un clin d'œil pour Arles, qui est notre ville, Arles est un parfait exemple d'une ville qui était en déshérence économique grave et où l'économie renaît grâce à la culture. Et je pense qu'elle devrait être absolument citée. Voilà. Merci. Ministre, il me reste à vous remercier. Je vous dire deux choses avant de revenir sur les remerciements que nous avons à vous faire. La première chose, c'est que vous aimez les instituts, et ça c'est formidable, et ça nous touche beaucoup, et vous aimez les livres. Alors, allez à l'Institut français de New York. Il y a une librairie absolument exceptionnelle. Et donc, je me tourne vers les membres du cabinet. Il faut absolument que la ministre aille voir cet Institut français à New York, qui est vraiment tout à fait formidable. Et je crois que, voilà, il y en a qui vous accompagneraient volontiers. On va se tourner aussi vers le cabinet pour dire que voilà, les parlementaires peuvent venir avec vous. Elles seront heureuses. Et sincèrement, je peux vous le dire, je l'ai vu en chantier et avec mon mari, on a remis en question des plans, on a travaillé sur les plans. Donc, vous voyez, je n'ai pas vu achever. Voilà. Allez la voir, elle est formidable avec un très grand choix de livres et de belles rencontres. Enfin, c'est un très beau lieu, un lieu très, très intéressant. Nous y sommes allés à l'occasion de la délégation de notre commission à l'ONU. Et nous avons tenu absolument à passer par l'Institut français. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose... il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, dont vous avez parlé tout à l'heure. Là, vous avez parlé des films français. Je suis convaincue qu'il va falloir que, avec des acteurs privés, avec des producteurs, avec les télévisions publiques, il y ait une création d'une plateforme européenne de contenu. Si nous ne créons pas, au-delà de toutes les directives européennes, je veux dire, une plateforme européenne de contenu, ben écoutez, on sait très bien qui va gagner la bataille des contenus dans le monde. Et donc, il y a là un enjeu stratégique, vital, essentiel pour la France et pour l'Europe. Et c'est un enjeu de culture, c'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu je pense, qui touche absolument à l'essentiel. Et je trouve que nous sommes trop timides sur ces questions-là et qu'il va falloir que la France soit davantage à l'initiative pour amorcer cette idée d'une plateforme européenne de contenu, Madame la Ministre. Et je pense que ça fait partie des réflexions qui sont menées par
notamment la patronne de l'audiovisuel de France Télévisions Exactement. aujourd'hui. Et l'idée de faire des coproductions Exactement. européennes entre les chaînes de télévision, ce serait déjà... Exactement ça. Avançons là-dessus. On a une télévision publique formidable. Il y a d'autres télévisions publiques. On peut mettre en commun des contenus. Enfin, il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà. Il me reste maintenant à vous remercier. À nouveau, on a passé 2 heures formidables. Parler culture, c'est toujours pour l'esprit et pour le cœur quelque chose d'essentiel. Donc un grand merci, Madame la Ministre.